Excellences, Monsieur le Premier ministre, Augustin Matata Mapon, de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, cher ami, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akin Adesina, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président Babacar Ndiaye, ancien président Labad, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à tous nos hôtes. Je sais qu'après les deux brillantes interventions que viennent de nous faire d'excellents professionnels, le président du groupe de la Banque africaine de développement et le Premier ministre de la RDC, tout a été dit quasiment pour la révolution verte africaine et pour la transformation agricole du continent. Je félicite chaleureusement le président du groupe de la Banque africaine de développement pour cette excellente initiative de nous rassembler sur un thème aussi stratégique que la transformation agricole du continent. Cette initiative fait d'ailleurs partie, Monsieur le Président, des 5 options majeures sur lesquelles vous avez fort opportunément engagé l'action de la banque. Et je voudrais rappeler ces 4 à 5 options fondamentales que la BAD devra poursuivre et nous y engageons tous les administrateurs. Il s'agit premièrement de l'électricité pour l'Afrique, éclairer le continent et donner de l'énergie à l'économie africaine. Il faut donc une grande initiative avec les différentes initiatives de par le monde, PAO Africa, le Fonds énergie qui devra nécessairement découler de la conférence sur le climat à Paris pour l'Afrique, que la Banque africaine de développement devra certainement gérer pour le continent. Deuxième axe fondamental, c'est l'autosuffisance alimentaire du continent et lutter contre la faim sur le continent. Troisième axe de votre programme, l'industrialisation du continent, et on a vu l'interaction entre l'agriculture et l'industrie. L'intégration africaine, grâce au développement du commerce intra-africain et aux échanges de tous ordres. Enfin, cinquième axe de ce pilier, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations par l'élargissement de l'accès aux services sociaux de base. Je pense que tout le continent doit soutenir cette vision du président de la BAD qui correspond en réalité à nos visions nationales d'un développement intégré et rapide du continent. Je voudrais donc, Monsieur le Président, vous dire notre soutien total parce que cette vision axée sur les besoins fondamentaux de l'Afrique va assurément dans le bon sens. Il en est ainsi de la transformation qualitative du secteur agricole africain. Car l'agriculture, c'est l'épine dorsale de l'Afrique. C'est un secteur qui procure environ le tiers du PIB du continent et emploie plus de 60% de la main-d'œuvre africaine. C'est dans l'agriculture que nous trouverons un des moyens les plus sûrs pour assurer notre propre sécurité alimentaire et générer une croissance porteuse d'emplois et de prospérité partagée.
Mais il y a des préalables pour y arriver. Et le Premier ministre, la RDC a bien évoqué ces préalables. Je voudrais en rappeler quelques-uns. Il nous faut, dans une démarche individuelle et collective, penser notre agriculture autrement qu'une activité par défaut que l'on pratique parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Il nous faut avoir foi en notre capacité à atteindre une prospérité agricole durable grâce à un financement et à des technologies adaptées, ainsi qu'une politique foncière appropriée. Le paradoxe dans nos systèmes bancaires nationaux et continentaux, c'est que lorsqu'on parle de financement des campagnes agricoles, vous ne verrez que les banques de crédit agricole qui s'engagent quasiment auprès des États. Que font les autres banques commerciales qui doivent accompagner cette activité commerciale, qui est la commercialisation des productions agricoles? Les banques centrales, en particulier la nôtre, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, elle devra, à mon sens, reprendre le financement des campagnes agricoles comme par le passé, avec les crédits de campagne, ne serait-ce que sous forme de facilitation par rapport aux banques commerciales. Il nous faut, par la maîtrise de l'eau, rendre notre agriculture moins dépendante des aléas climatiques. Et l'Afrique est un continent qui regorge d'un potentiel hydrographique insoupçonné, énorme, et d'un potentiel hydrogéologique qui est sans commune mesure. Mais l'eau, il faut aller la chercher et la mener dans les zones de culture. Il nous faut enfin, par la recherche agronomique et agricole, par l'aménagement d'infrastructures et par des équipements adaptés, assurer le développement de produits agricoles de qualité, leur transformation et leur accès au marché. Alors tout est dit dans cette phrase puisque nous avons tous les ingrédients et tous les intrants qui doivent assurer la productivité agricole par les produits de la recherche, la sélection des semences, les intrants, les engrais, mais également par la mécanisation. Et vous l'avez dit, ce n'est pas par la daba, la houe et le hilaire qu'on va transformer l'agriculture africaine. Il faut une mécanisation progressive. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé la dénomination du ministère de l'Agriculture au Sénégal, qui est devenu le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, pour donner la tendance. Puisque tant que l'agriculture restera une activité pénible, les jeunes abandonneront naturellement cette activité pour tenter autre chose. Avec ces mutations, nous pouvons espérer des lendemains meilleurs pour notre agriculture. Les agriculteurs africains de demain, j'espère que ces jeunes entrepreneurs en font partie déjà, seront probablement de plus en plus jeunes et de plus en plus instruits, en raison de la dynamique démographique et socio-éducative. Ce tournant devra placer la filière agricole dans une meilleure perspective, inciter les jeunes et les amener à voir leur avenir dans une agriculture moderne et une économie rurale plus dynamique. C'est en cela que cette conférence est aussi pertinente, Monsieur le Président. Je souhaite, et je vous le recommande vivement, qu'elle ne soit pas juste une conférence de plus. C'est ce qui explique d'ailleurs la diversité des expertises ici réunies pour une approche multisectorielle, pragmatique, une approche axée sur les résultats.
Cette rencontre doit nous permettre d'amorcer la définition d'une stratégie globale de transformation de l'agriculture en Afrique. Elle s'inscrit en droite ligne du programme détaillé pour le développement de l'agriculture, le PPDA, du NEPAD, qui est notre référence au plan continental, avec comme objectif de consacrer au moins 10% de nos allocations budgétaires au secteur agricole. Cela incombe aux États. Et je ne parlerai pas aujourd'hui des procédures parce que j'ai eu des avocats beaucoup plus qualifiés. C'est mon combat de tous les jours. On ne peut pas rattraper notre retard avec des procédures d'une autre époque. Ce n'est pas possible. Donc nous devons avoir le courage de remettre en cause ce qui a été mis en place et qui n'est plus adapté. Cela n'a rien à voir avec la transparence. Transparence ne signifie pas bureaucratie. Transparence doit signifier aussi efficacité et accès aux ressources dans les délais. Mais les États ont une grande responsabilité. C'est d'allouer eux-mêmes la part qui revient à l'agriculture dans leur budget. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée l'année dernière d'inviter notre ministre de l'Économie et des Finances à accompagner dans la brousse les ministres de l'élevage, de l'agriculture et de l'hydraulique dans le Ferlo et le Fouta. Et lorsqu'il est rentré, j'ai vu un autre homme qui était devenu si sensible à la douleur des paysans et aux populations qu'il avait vues, qui n'avaient pas accès à l'eau. Et immédiatement, il a aidé à débloquer 3 milliards. Il a trouvé les moyens, je ne sais pas comment, pour un programme d'urgence sur l'eau. Je pense qu'il faut que très souvent nos ministres des Finances aillent sur le terrain, au-delà des conférences annuelles, des banques, aillent sur le terrain pour voir véritablement les conditions de vie. Cela aidera vraiment à décanter beaucoup de situations. Cela d'ailleurs est valable pour nos banquiers. Ils voient les conditions réelles du développement et de pauvreté extrême dans lesquelles nous devons sortir nos compatriotes et les Africains. De la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition a consacré un engagement fort des gouvernements et du secteur privé pour remédier au sous-investissement dans ce secteur et entreprendre des réformes hardies pour une agriculture plus productive et plus génératrice d'emplois. Il s'agit, mesdames et messieurs, aujourd'hui, de bâtir sur ces fondamentaux un secteur agricole solide et durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition, l'emploi des jeunes, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'entrepreneuriat rural. C'est cette vision qui sous-tend le volet agriculture du plan Sénégal émergent. Si tous les maillons de la chaîne sont mis en cohérence, nous avons largement les moyens de notre propre autosuffisance alimentaire. Je voudrais m'arrêter sur l'expérience que j'ai vécue il y a 1 an lorsque, ayant pris l'engagement de décréter l'autosuffisance alimentaire du Sénégal en riz, en 2017, il n'a pas manqué des esprits sceptiques pour croire que c'était utopique et que c'était un mot d'ordre politique, puisque beaucoup pensent en 2017 pour des élections, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il fallait être sur le terrain. J'ai passé 5 jours dans la vallée, en présence et en compagnie des producteurs, des femmes productrices également et transformatrices dans la vallée du fleuve. J'ai rencontré les acteurs locaux, les sociétés d'encadrement, la SAED notamment, mais aussi les élus et toutes les populations de la vallée, ainsi que
l'ISRA, qui est l'Institut sénégalais de recherche agronomique, qui a fait un travail remarquable. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'ISRA dans les résultats de ses recherches. Nous avons réuni également tout le panel de la chaîne agricole rizicole, les importateurs de riz, les transformateurs industriels et les producteurs. Et au cours de cette rencontre et des forums qui ont suivi, nous avons identifié en tout cas les contraintes majeures qui faisaient que notre riziculture avait des limites objectives dans la vallée. L'une des premières mesures, c'était l'électricité. Eh oui, l'électricité, même dans les champs de riz, dans la riziculture. Puisque pour l'irrigation, évidemment, les abonnements avec la formule de l'électricité où on paye la prime fixe, qu'on cultive ou qu'on ne cultive pas, c'était déjà un facteur limitant pour les producteurs. Nous avons vu les difficultés liées aux pistes de production, mais surtout les difficultés liées aux fonds de commercialisation. Et nous avions des produits invendus dans la vallée. À l'époque, 8000 tonnes seulement, mais invendus. Alors, en réunissant les commerçants sénégalais autour de l'UNACOIS et les acteurs importateurs, nous leur avons demandé un effort patriotique national. Ils ont immédiatement décidé, eux, importateurs, d'acheter l'ensemble du stock de riz qui était dans la vallée. Et je les ai engagés à participer dans cette politique d'autosuffisance. Ce qu'ils ont fait, qui a permis, cette année, de pouvoir faire toute la commande de riz qui sera produite, qui n'est pas encore produite, mais toute la commande est déjà achetée par les importateurs. Évidemment, cela suppose qu'il y ait une régulation par rapport aux importations. Et nous avons défini donc que désormais ne peut importer du riz au Sénégal que celui qui va d'abord acheter du riz de la vallée et au prorata du riz acheté, vous avez votre quota d'importation. Donc c'est pour vous dire qu'il faut une synergie de tous les acteurs et que sur toute la chaîne, il faut qu'il y ait une harmonie. Évidemment, l'État accompagne dans la mise en place de magasins, mais aussi dans la mise en place de décortiqueuses pour pouvoir récolter assez rapidement et pouvoir préparer la contre-saison. Voilà la raison et le secret pour lequel nous sommes passés de 400 000 tonnes à près de 900 000 tonnes d'une année à l'autre, soit un taux de croissance de 63% de la production d'une année à l'autre. Alors, c'est dire que si nous poursuivons ces efforts, avec des affectations, bien sûr, budgétaires, pour davantage d'aménagement, pour davantage de riz dans les bas-fonds, en zone pluviale, il ne fait aucun doute qu'avant 2017, nous produirons les 1 600 000 tonnes de paddy nécessaires au Sénégal pour son alimentation. Les ressources hydrauliques, je l'ai dit, et hydriques sont disponibles. 35 milliards de mètres cubes par an d'eau. Les ressources foncières également. 3 800 000 hectares de terre avec 2 600 000 hectares cultivés aujourd'hui, dont seulement 140 000 hectares irrigués. Nous sommes donc loin du compte sur ce plan. Le potentiel est là. Ce sont ces insuffisances que nous cherchons à corriger avec le plan Sénégal émergent. Dans une perspective incluant l'agriculture, l'élevage, bien sûr ça va de pair, la pêche, l'aquaculture et l'agro-industrie. Pour répondre à une triple aspiration. Première aspiration, c'est renforcer la sécurité alimentaire du Sénégal et rééquilibrer une balance commerciale dégradée
par les importations de produits alimentaires. Je dois dire que si vous prenez le riz, 200 milliards de francs à peu près, le lait, nous en avons pour au moins, Madame le ministre de l'Élevage, combien le lait? 70 milliards. Alors, deux produits, le sucre, l'excédent, vous êtes avec le minimum sur la table à près de 500 milliards de francs CFA d'importation de produits alimentaires. Deuxième option, c'est-à-dire qu'il faut développer des filières intégrées, compétitives et à haute valeur ajoutée. C'est le cas de l'horticulture, où le Sénégal a fait des progrès significatifs. Cette année, nous sommes à près de 86 000 tonnes et je pense bientôt nous aurons les 100 000 tonnes de produits horticoles, dont la mangue sénégalaise que je vous recommande très fortement avant de quitter le pays. Enfin, il faut préserver les équilibres socio-économiques en revitalisant l'économie rurale. L'économie rurale, c'est à cela que répondent ce que j'ai dénommé les domaines agricoles communautaires pour les jeunes, y compris des diplômés d'université. Ce sont des fermes de 1000 à 2000 hectares employant entre 1000 et 2000 jeunes et nous avons lancé aujourd'hui 3 fermes qui sont en pleine évolution à Sédhiou avec CFA, mais aussi à Kédougou, Itato où on fait de l'aviculture et 2 autres fermes sont en train d'être lancées dans les régions centre et ouest. Nous avons aussi les fermes Natangé en soutien à l'agriculture familiale, puisqu'il ne faut pas oublier aussi la petite agriculture familiale. Le parachèvement de la restructuration de la filière arachidière, nous y sommes. L'arachide au Sénégal, c'est près de 3 millions de personnes qui y vivent et qui en dépendent. Nous sommes en pleine restructuration de la filière. La création d'agropoles intégrés pour stimuler l'investissement privé, national et étranger. Je salue la présence du secteur privé dans la salle. Et nous avons aussi un programme tripartite de 70 sites agricoles pour 4000 fermiers. Ça, je pense, c'est entre le Sénégal, Israël et l'Italie. Programme assez dynamique pour 4000 fermiers que nous allons réaliser à partir de janvier prochain avec les 2 pays que je viens de citer. Bien sûr, à ces initiatives s'ajoute le programme d'urgence de développement communautaire. Ça, c'est le programme phare en milieu rural. Programme d'urgence de développement communautaire destiné aux zones rurales défavorisées avec 4 composantes essentielles: hydraulique rurale, électrification rurale, pistes rurales et équipement pour allègement des travaux pour les femmes. Ce programme, nous avons choisi de le confier au PNUD pour son exécution. Mais j'invite les partenaires à accompagner le financement du plan. Et je remercie le président de la BAD qui a eu vraiment une oreille très attentive pour accompagner le Sénégal dans son ambitieux programme de développement communautaire. C'est un programme de 400 milliards à peu près, donc plus de 800 millions de dollars, sur lequel nous nous sommes engagés dès la première année, les 2 premières années, sur 125 milliards sur le budget national, pour donner l'exemple. Cet aperçu de l'expérience sénégalaise peut donner peut-être une idée des défis globaux de l'agriculture en Afrique. Mais chaque pays, avec ses performances, ses forces et ses faiblesses, chaque pays part avec ses particularités et chaque pays en soi est un exemple intéressant à connaître.
C'est pourquoi cette rencontre me paraît être essentielle. Et je suggère que l'échange d'expériences sur les meilleures pratiques reste au cœur de vos travaux. Ce qui a été dit sur la RDC, sur le Nigeria, ce que le Kenya fait, ce que la Côte d'Ivoire fait, ce que la Mauritanie fait, pays désertique et intéressant également en matière d'agriculture. L'agriculture, c'est la vie. Et l'ambition de nourrir l'Afrique mérite toutes les attentions. C'est pourquoi nous ferons œuvre utile en pérennisant cette rencontre, Monsieur le Président. Pour en faire un rendez-vous périodique, il vous appartient de fixer la périodicité. Mais je pense que si cette périodicité est fixée, ça devrait être l'occasion également pour célébrer les succès africains en matière de révolution agricole. Et je voudrais vous assurer que Dakar, en réalité, c'est Diamniadio, parce qu'ici, on n'est plus à Dakar. Monsieur le maire de Diamniadio appréciera très positivement, mais Dakar, quand même, nous héberge. Dakar sera toujours disposé à vous accueillir. Et je déclare maintenant ouvert les travaux de la conférence et souhaite plein succès à vos délibérations et vous remercie de votre aimable attention.